Municipal, il est 19h et quelques secondes. Donc, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'une fois de plus un public nombreux dans les gradins. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par l'appel des conseillers. François de Laujardière, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Présent. Marie-Christine Curodo. Présent. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand a donné pouvoir à Thibaut Goupil. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Monique Serrault. Patricia Tellier. Jean-Luc Lécuyer. Jacques Plénaud. Alain Lecause a donné pouvoir à Brigitte Doucet. Sylvia Brizard a donné pouvoir à Patricia Tellier. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Monsieur Labarre a donné pouvoir à Madame Pérès. Nicolas Lécureuil. Anne Pérès. Christelle Delerue. Jean-Luc Michonneau et Françoise Paquet. Merci. Donc, pour ce soir, donc, la secrétaire de séance sera Brigitte Doucet. Nous allons commencer par l'approbation du PV de du dernier conseil municipal du 9 juin. Avez-vous des remarques sur ce PV ou pas? Écoutez, s'il n'y en a pas, on va directement passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Oui. Unanimité, Madame Paquet, qui se fait remarquer dès le début. Je vous ai à l'œil. Donc, très bien. Très bien, très bien. Nous allons... Ah oui, l'ordre du jour. Nous allons commencer par l'ordre du jour. Donc, avec une page finances et ressources humaines, avec l'approbation du compte financier unique 2022, l'affectation définitive du résultat, l'acceptation d'un don à la commune, le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier, la modification du tableau des effectifs, après une séquence petite enfance, enfance, jeunesse, avec l'approbation de la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques primaires pour l'année scolaire 22-23, l'approbation de la modification du règlement des services périscolaires et extrascolaires, ensuite un petit point vie économique tourisme, qui sera la présentation du rapport d'activité 2022 de la SOGEMAR sur l'exploitation du marché du Pèlerin. Donc nous n'avons pas de décision prise par le maire. Donc nous allons passer directement à la première délibération qui est l'approbation du compte financier unique 2022. Alors avant de passer la parole à Pascal Monnier, donc je vais passer la parole donc à la responsable finances et commandes publiques pour nous expliquer un petit peu le mécanisme de ce compte financier unique qui est tout jeune puisque nous sommes les premiers à l'essayer. Enfin, il y a quelques communes dans le département, mais nous sommes proactifs, une fois de plus, sur ce genre de dossier. Donc, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous exposer brièvement ce qu'est le compte financier unique, quels sont ses objectifs et le contexte dans lequel, en fait, on l'a mis en route. Donc, aujourd'hui, les comptes d'une collectivité sont produits par deux acteurs distincts. Donc, vous avez d'un côté l'ordonnateur, donc le maire, qui produit un compte administratif qui comporte notamment des informations générales, des tableaux de résultats, des états d'exécution et des annexes et des signatures. De l'autre côté, le comptable, agent de la Direction générale des finances publiques, qui produit un compte de gestion qui comporte des états décrivant la situation patrimoniale de la commune, tels que le bilan, le compte de résultats, des tableaux d'exécution budgétaire, des balances et une page de signature. Donc cette situation de double compte peut poser des difficultés de lecture aussi bien pour les élus qui doivent approuver les comptes que pour les citoyens qui les regardent. Et face à tous ces tableaux qui sont parfois redondants, aujourd'hui, aucun des deux documents ne présente une vision unifiée de la situation. Donc l'objectif du compte financier unique... non.
est de remédier à cette situation en simplifiant les processus administratifs aboutissant à la production des comptes locaux. Le compte financier unique est donc un compte commun entre l'ordonnateur et le comptable qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Et l'ordonnateur et le comptable produisent ensemble ce compte financier unique. Donc les objectifs du compte financier unique, c'est de favoriser la transparence et d'améliorer la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes, de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Donc il y a bien une dissociation entre l'ordonnateur et le comptable, ce qui ne change pas par rapport à un compte administratif et un compte de gestion. Les prérequis pour mettre en place le compte financier unique, c'est d'adopter le référentiel de l'instruction M57. Donc c'est ce qui a été fait par la commune du Pèlerin en 2021 pour 2022. Et le deuxième prérequis, c'est de dématérialiser les documents budgétaires. Donc ça, c'est quelque chose que la commune fait depuis 2015, où on envoie en fait la dématérialisation vers la préfecture, mais également vers le comptable. Aujourd'hui, l'information contenue dans le CFU est faite en 5 parties. Donc vous avez une première partie générale et synthétique, qui a pour objectif de mettre en évidence, dès le début du document, les informations de la collectivité et d'avoir un aperçu synthétique de la situation financière et des résultats. Une deuxième partie, exécution budgétaire, qui a pour objectif de présenter un compte rendu modernisé de l'exécution. Une troisième partie avec des états financiers afin d'apporter une vision patrimoniale pour compléter l'exécution budgétaire, ce qui permet d'approfondir des analyses au-delà de la vérification du respect des autorisations budgétaires données. Enfin, une quatrième partie qui sont les états annexés. Donc ces états relèvent exclusivement de la compétence de l'ordonnateur. L'objectif est de donner des informations complémentaires qui relèvent du cadre budgétaire, de sujets comptables et de la gestion. Il s'agit de tableaux en fait, qui figuraient auparavant au compte administratif. Et aujourd'hui, dans le CFU, l'État n'a voulu garder que les états qui avaient une pertinence. Et enfin, une cinquième partie, la page de signature. Donc le compte financier unique est validé par 3 acteurs. Le comptable supérieur, c'est-à-dire le directeur départemental ou régional des finances publiques. Le comptable assignataire, qui est l'agent de la direction des finances en charge de la tenue de la comptabilité de la collectivité. Et enfin, l'ordonnateur, qui est le maire. Donc aujourd'hui, la confection du compte financier unique, elle est réalisée de part et d'autre par l'ordonnateur et par le comptable. Dans un premier temps, à la fin de l'exercice, l'ordonnateur va exporter les données qui sont issues de son logiciel financier et il va les mettre dans un logiciel qui s'appelle Totem et qui permet en fait de venir enrichir le flux initial, le flux financier initial. Et c'est là en fait où l'ordonnateur va apporter toutes les annexes que l'on trouvait auparavant dans le compte administratif. Une fois qu'en fait l'ordonnateur va avoir réalisé l'ensemble de ces éléments, il va envoyer le flux informatique au comptable qui lui va ajouter ces données. Donc tout est fait en dématérialisation. Une fois que le comptable a ajouté ces données, il va y avoir des contrôles qui seront automatisés et qui vont permettre de vérifier au niveau de la qualité comptable, va vérifier plein de points. Tant que en fait, les contrôles ne sont pas OK, eh bien, il y a un flux qui revient. En fait, le flux informatique va revenir chez l'ordonnateur et on va recommencer. Et tant que ce circuit-là n'est pas validé et que les contrôles ne sont pas OK, le CFU restera provisoire. Une fois que les contrôles deviennent tous positifs, eh bien, le CFU provisoire devient CFU définitif et il est renvoyé en flux informatique dans le logiciel qui s'appelle CDGD. Donc, c'est le logiciel qui permet au maire après de viser et de signer le compte financier unique.
Donc une fois qu'il est arrivé dans ce logiciel, en fait, le service finance récupère le flux informatique. Et là, on peut l'imprimer ou en tout cas l'envoyer en tant qu'annexe au niveau du conseil municipal pour le vote à l'Assemblée. Quand l'Assemblée aura voté le compte financier unique, on récupérera le flux, on le fera signer par le maire dans l'outil CDGD. Et enfin, on pourra aller sceller le flux dans l'outil Totem et dans l'outil financier pour pouvoir l'envoyer à la préfecture. Le scellement, en fait, va assurer que plus personne n'interviendra sur le flux informatique une fois que le maire l'aura validé. Et que, en fait, tous les acteurs, comptables, préfecture et ordonnateurs, aient la même information. Et là, je vous ai mis exactement le même circuit avec en fait, les différents logiciels qui interviennent. Donc, en première étape, le logiciel finance de la collectivité avec, en deuxième étape, le logiciel Totem qui permet de venir rajouter toutes les annexes. Ensuite, entre l'étape 2 et l'étape 3, des contrôles qui sont effectués en automatique par le logiciel Helios du Trésor public. Une fois que le comptable aura injecté tous ces états, le flux reviendra au niveau de l'ordonnateur pour être visé. Et une fois que l'Assemblée aura voté, on scellera le flux et on l'enverra à la préfecture avec la délibération. Merci de votre attention. Merci beaucoup de ces explications. Donc, avant de laisser la parole à Pascal Monnier pour rentrer un peu plus dans les chiffres, donc là, mais vous le savez, mais je le précise quand même, donc je ne participerai pas au vote et je laisserai ma place à Cécile Mériadec, la première adjointe, donc pour faire voter cette assemblée. Allez, monsieur Pascal Monnier. Bonsoir à tous et toutes. Donc la première diapositive vous présente de manière globale les résultats de l'exercice 2022. Le montant des recettes de fonctionnement réalisées sont de 5 679 151,29 €. Le montant des dépenses de fonctionnement enregistrées en 2022 s'élève à 5 043 365,74 €. Il en découle donc un résultat comptable de la section de fonctionnement de 635 785 €55. Pour la section d'investissement, le montant des dépenses de cette section, hors reste à réaliser, est de 1 079 995,66 €, pour des recettes d'investissement qui s'élèvent à 1 708 880,17 €. La section d'investissement, on doit tenir compte du déficit de 2021 qui avait été reporté, donc qui était de 275 334,37 €. Il en découle que la section d'investissement présente pour les seules opérations de l'exercice 2022 un résultat excédentaire de 353 550,14 €. Au global, l'exercice 2022, toutes sections confondues, affiche un total de recettes de 7 388 031,46 € pour 6 123 361,40 € de dépenses, soit un résultat de clôture de 989 335,69 €. La diapositive suivante vous présente ce que l'on peut trouver dans le CFU, dans les vues synthétiques de chaque section. En commençant par les recettes de la section de fonctionnement, les recettes réelles de cette section s'élèvent, alors je vais arrondir, je ne vais pas reprendre à chaque fois tous les euros, donc s'arrondissent à 5 679 000 € en 2022. À noter qu'en 2021, ces recettes étaient de 5 900 000 €. Donc les recettes réelles de la section de fonctionnement ont enregistré une diminution de 221 000 € entre 2021 et 2022. Qu'est-ce qui explique cette diminution ? Tout d'abord, on peut noter qu'il y avait eu une hausse des produits des services d'environ 16 000 €, qui était essentiellement soutenue par la hausse des fréquentations des activités aux services proposés par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse.
On avait également eu une hausse des impôts d'environ 99 000 € qui était appuyée essentiellement sur la dynamique des bases. Mais on a en 2022 eu une baisse de la taxe additionnelle aux droits de mutation, moins 18 000 €. On n'a pas perçu en 2022 une taxe qui nous était reversée par Nantes Métropole sur les locaux nus devenus constructibles, qui était de 68 000 en 2021 et qu'on ne perçoit plus et sans doute qu'on ne percevra pas tout de suite non plus en 2023. Et à noter également que le produit des cessions d'immobilisation de 2022 était de 120 000 €, alors qu'en 2021, nous avions perçu 483 000 €. Donc c'est ce qui explique cette diminution de 221 000 €. Sur ces recettes de la section de fonctionnement, sans surprise, les impôts et taxes demeurent la recette principale de la collectivité, à hauteur de 57 %. Et les concours versés par l'État, qui représentent la seconde source de recettes, 30 %, se stabilisent, pour ne pas dire stagnent, d'année en année. Voilà. Donc ça. Pour ce qui est de la section de fonctionnement, les dépenses. Les dépenses réelles de cette section ont enregistré une hausse de 244 000 € entre 2021 et 2022. Donc elle s'élève à 4 690 000 € en 2022 contre 4 446 000 en 2021. En effet, l'année 2022 a été marquée par une augmentation des dépenses de personnel de plus 198 000 € par rapport à 2021, en raison des évolutions logiques des carrières des agents, de la revalorisation du régime indemnitaire que la commune a continué, mais surtout de l'impact de l'augmentation du SMIC et du point d'indice de la fonction publique qui a été décidé par le gouvernement en cours d'année 2022. Les dépenses du chapitre 11, le chapitre 11, c'est les charges à caractère général, a été contenu à plus 7,2 %, ce qui représente 85 000 € environ, soit au niveau de la forte inflation constatée au cours de l'exercice. C'est effectivement ce chapitre qui correspond à des dépenses qui sont fortement impactées par le coût de la vie. Les dépenses du chapitre 65, ce que l'on appelle les autres charges de gestion courante, se sont établies aux environs de 443 000 €, avec une baisse de 47 000 € par rapport à 2021. Cela s'explique du fait du montant de la subvention qui a été allouée par la commune à son CCAS en 2022, à hauteur de 66 000 €, alors qu'en 2021, nous avions versé 84 000 €. Mais le but était de redonner ce qui suffisait à ce que le CCAS maintienne son équilibre pour l'exercice. Donc en 2023, on est revenu dans un montant aux alentours de 90 000 €. Et également, ce qui explique la baisse, c'est qu'il y a des modalités de subventionnement d'organismes qui relèvent du périmètre de la caisse de l'allocation familiale, qui sont directement maintenant subventionnés par la CAF et qui ne sont plus par l'intermédiaire de la commune qui générait une recette ou une dépense. Donc c'est ce qui explique la baisse de ce chapitre 65. Pour la diapo suivante qui va correspondre à l'autofinancement, donc pour mémoire, l'autofinancement, c'est la différence entre nos recettes réelles de fonctionnement moins nos dépenses réelles de fonctionnement. La commune affiche donc une capacité d'autofinancement brute hors cession de 869 000 € en 2022 contre 971 en 2021. Alors ce niveau de capacité d'autofinancement brut permet à la commune tout à la fois de rembourser son annuité en capital, donc à hauteur de 347 000 €, dépenses qui se trouvent en section d'investissement, et d'autofinancer une partie de ses dépenses d'équipement pour réaliser courant 2022. Ainsi, la commune a pu dégager une capacité d'autofinancement nette, c'est-à-dire moins le remboursement du capital, de 522 000 € en 2022. Vous avez là les courbes qui permettent de voir depuis 2013 l'évolution et les différents niveaux de capacité d'autofinancement de la commune. La diapositive suivante présente une vue d'ensemble de la section d'investissement.
On y retrouve les 1 079 000 euros de dépenses d'investissement. On peut y noter qu'elle est essentiellement composée des dépenses d'équipement à hauteur de 605 958 euros, qui sont composées par toutes les opérations budgétaires que l'on vote lors du BP, et les 347 746 euros et 6 centimes de remboursement de capital emprunté. À noter que pour les dépenses d'équipement, il convient de tenir compte des engagements de travaux qui ont été pris en 2022 et sur lesquels le paiement s'effectuera en 2023. C'est ce qu'on appelle les restes à réaliser. Le montant des restes à réaliser pour cet exercice 2022 est de 747 579 euros et 71 centimes. Pour financer ces dépenses d'équipement 2022, la commune a mobilisé sa capacité d'autofinancement net pour 522 000 euros, comme on vient de le voir. Elle a également perçu 296 000 euros de fonds de compensation de TVA et également reçu 149 000 euros de subventions. À noter qu'une nouvelle fois, pour l'année 2022, il n'a pas été nécessaire d'emprunter pour financer notre section d'investissement. Il en ressort donc que l'encours de la dette s'élève au 31/12/2022 à 3 724 000 euros contre 4 71 000 à la fin décembre 2021. L'encours de la dette repose à 77% sur des taux fixes, 2% sur du taux variable et 21% sur du taux structuré. On le sait, mais c'est bien de le rappeler, la commune ne détient aucun emprunt toxique et n'est pas polluée par ça. Il en ressort une capacité de désendettement hors cession qui est de 4 années,28, 3,76 dans compte des cessions pour 2022. Donc cela reste très en deçà des 8 années qui sont estimées comme étant un seuil à surveiller, et ce qui nous permet d'envisager de pouvoir recourir à l'emprunt pour financer d'autres investissements conséquents. La dernière diapositive détaille par opération budgétaire les dépenses d'équipement, y compris les restes à réaliser. Donc les dépenses réellement exécutées en 2022 apparaissent en orange et les restes à réaliser apparaissent en grisé. Sur ces restes à réaliser 2022, qui s'élèvent donc à 747 580 euros, il s'explique que par l'engagement de travaux ou d'achats importants sur la fin de l'exercice 2022, et pour lequel les marchés publics engagés sont en cours de réalisation et dont les factures interviendront en 2023. Les plus significatifs proviennent du marché de travaux de la gendarmerie, à hauteur de 381 000 euros, du marché de l'étude urbaine en cours de réalisation, un engagement juridique donc de 107 000 euros, sur lequel il n'y a pas encore eu d'exécution réelle, des travaux de sécurisation et de menuiserie sur les bâtiments scolaires, à hauteur de 58 000 euros, et du changement de chaudière et de travaux d'entretien à l'espace René Cassin pour 32 000 euros. Donc toutes ces dépenses d'équipement engagées fin 2022 sur des crédits 2022 ont été reportées dans le budget primitif de 2023. Au-delà de ces graphiques, je peux vous donner quelques réalisations de dépenses qui ont été faites en 2022. Donc 21 000 euros ont été utilisés pour clôturer l'opération budgétaire de construction et extension de l'école de l'Ermitage. Donc là, c'est terminé, budgétairement. 82 000 euros pour la maîtrise foncière du pôle sportif. 63 000 euros pour le lancement de la réalisation d'un futur centre technique municipal. 37 000 euros de mise en peinture à l'espace René Cassin. 130 000 euros de travaux de toiture, façade, menuiserie à l'école Aimé Césaire. Également à l'école Aimé Césaire, 15 000 euros ont été investis pour l'informatique. 42 000 également en informatique à l'école de l'Ermitage. 22 000 euros ont servi à l'acquisition de mobilier de bureau. 27 000 euros en informatique et logiciels administratifs. 20 000 euros également ont servi à la cuisine centrale, dont une partie a été subventionnée par le plan de relance.
18 000 euros pour les travaux de l'allée du cimetière rue du 11 novembre et 11 000 euros sur de la sécurisation de la carrière. Voilà quelques exemples de dépenses qui ont été réalisées sur 2022. Je pense en avoir fait le tour. Alors c'est synthétique. Donc à ce CFU est associée une note de présentation qui vous a été transmise. J'en parle parce qu'elle est accessible également à tout citoyen. Et donc ça sera, c'est accessible. Voilà. Donc si vous avez des questions ou des remarques. Eh bien, Madame Mériadec, je vais vous demander à ce moment-là de prendre la main et à Monsieur le maire de bien vouloir sortir. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, Monsieur Michel. Je le mets sur le côté d'abord. Ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt une réflexion d'ordre général. Évidemment, nous allons valider ce document, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est un document qui reflète parfaitement, et vous l'avez fort bien présenté, la vie de la commune et la réalisation du budget. Bon, il y a des choix qui ont été faits lors du débat budgétaire. On n'aurait pas forcément fait les mêmes, mais en tout cas, ce que vous nous avez présenté, c'est très clair. Je voulais juste, une fois encore, souligner que, malgré les crânes qu'on a pu avoir, le passage à la M57 s'est très très bien déroulé. Donc c'est encore une fois aussi l'occasion de remercier les agents. Alors Madame Millet, Monsieur Morinière, et puis tous ceux qui bossent avec vous. Et puis, une fois n'est pas coutume, si on a réussi à comprendre, c'est parce que l'adjoint aux finances maîtrise parfaitement son sujet. Ça a été clair et de temps en temps, il convient de le souligner. Donc merci à vous pour votre clarté. Merci Monsieur Michneau. Et s'il y a besoin d'avoir encore plus de clarification, n'hésitez pas, on peut aller encore dans le détail, croyez-moi. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le compte financier unique 2022, arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. Je vais le faire rentrer. Parfait. Écoutez, nous allons passer à la seconde délibération qui concerne l'affectation définitive du résultat de l'année 2022. Et je laisse la parole à Pascal Meunier. Oui, donc excusez-moi, je vais reprendre un peu les mêmes chiffres, mais on est obligé de délibérer pour affecter les résultats qui ont été évoqués dans la présentation du CFU. Effectivement, les résultats de l'exercice antérieur donc, sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du CFU qui vient d'être effectué. Donc, les résultats doivent être reportés ou affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du CFU. Ben, on fait ça dans la foulée directement. Le compte financier unique 2022 soumis à l'approbation du conseil municipal dégage un excédent de fonctionnement de 635 785 euros et 55 centimes et un excédent d'investissement de 353 550 euros et 14 centimes, soit un résultat cumulé excédentaire de 989 335 euros et 69 centimes. Afin de financer les investissements de 2023, il est proposé d'affecter de manière définitive la somme de 635 785 euros 55
au compte 1068 qui s'appelle excédent de fonctionnement capitalisé. Et pour rappel, l'excédent de la section d'investissement, donc de 353 550 € et 14 centimes, est quant à lui automatiquement reporté dans sa section au compte solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Vous avez le petit schéma qui vous explique le mécanisme. La commission Finances Ressources Humaines du 14 juin 2023 avait donné un avis favorable. Voilà, monsieur le maire. Si, avez-vous des questions sur cette affectation? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Moussu. Qui s'abstient? Le reste d'AEP, si je peux m'exprimer ainsi. Et qui est pour? Le reste du reste. Je vous remercie. La délibération suivante, qui est peu banale, puisqu'elle concerne l'acceptation d'un don à la commune. Donc, M. Paul Brunet a proposé à la commune un document datant de 1750, issu de la collection particulière de feu M. Jacques Brunet, son grand-père, qui répertorie les revenus des biens-fonds dans la province de Bretagne, plus précisément de l'évêché de Nantes et encore plus précisément de la paroisse du Pèlerin. Cet ancien document constitue pour la commune un témoignage de son histoire en donnant à voir pour la commune le nombre de propriétaires, leur nom et le montant de la taxe payée. En tant que bien mobilier transmis directement par son propriétaire à la commune, il s'agit d'un don manuel dont il n'est pas nécessaire que la transmission soit constatée par voie notariale et relève du principe de consentement tacite selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, alors, ce document, je l'ai apporté. Donc, alors, bon, il a été bien et mal conservé. Bien conservé parce qu'on peut lire très facilement, mal parce qu'il ne fallait pas le plier. Mais c'est pareil. Donc, écoutez, moi, je me suis amusé à le lire. Ce qu'on peut voir, c'est que au Pèlerin, ils étaient plutôt bons payeurs, puisque tout le monde payait pratiquement cash, si je puis dire, sauf quelques-uns qui ont payé à 2 fois. Donc, j'ai les noms de ceux qui payent en 2 fois. Voilà. Donc, bien entendu, si vous voulez le consulter, il n'y aura pas de problème. Et il sera donc inscrit aux archives municipales. Voilà. Avez-vous des questions sur ce document? Madame Paquet. Alors, bon, je regrette qu'on n'ait pas eu de commission culture. Ça aurait été avec plaisir qu'on aurait pu discuter de ce don. Moi, j'ai une première question qui est d'ordre un peu administratif. J'aurais voulu savoir pourquoi ce document, dans la délibération, on ne fait pas référence au Code du patrimoine, puisque c'est un document historique, à n'en pas douter. Donc, comment se fait-il que ce n'est pas noté dans la délibération, puisque l'article L1, modifié par la loi 2021-641 du 21 mai 2021, précise que le patrimoine s'entend au sens du présent code de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Donc, je voulais savoir pourquoi ça ne figurait pas dans la délibération. C'est une bonne question. Alors, je me retourne vers les services. Oui, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est qu'on va vérifier, puis on revient vous le dire précisément. Enfin, à l'ensemble des conseillers, on va le dire. Monsieur Moussu. Oui. Alors, moi, ma question, c'était, il y a une convention. C'est une convention entre qui et qui? Quelle convention? Moi j'avais lu qu'il y avait une convention. Je n'avais pas prévu. Mais... Moi, je n'ai pas souvenir de ça, moi. Non, ce document ancien constitue la commune de témoignage, voilà. Ah, la convention, ah, c'est oui. Ça. Ah, dans le délibéré, oui. Oui. C'est le message habituel, mais enfin, il n'y a aucune convention, on ne rétribue pas la famille. Non, parce que je me demandais si éventuellement, autrefois le Pèlerin était associé à ça, ou s'il y avait quelque chose pour eux. Non, ils auront la possibilité de consulter? Ah de toute façon, toutes les archives, vous pouvez faire la demande donc au service État civil,
Et donc, vous demandez ce que vous souhaitez consulter, s'il y a des périodes. Et on vous propose un rendez-vous, on vous sort les documents, on vous met dans une salle et puis vous regardez. C'est ce que fait très régulièrement Autrefois le Pèlerin et d'autres personnes qui font de la généalogie. Oui, Madame Paquet. Du coup, est-ce que ce document sera numérisé? Sera numérisé? Alors là, on a une convention du coup là avec Nantes Métropole, donc on a une archiviste qui passe. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle devrait revenir, mais on lui posera la question pour savoir si c'est numérisable. Oui, parce qu'en termes de protection, donc la ville, en acceptant ce don, elle prend donc une responsabilité, elle s'engage à conserver dans des conditions optimum le document. Donc moi, c'est des sujets quand même qui m'intéressent. Je voudrais vraiment savoir si vous êtes en mesure d'assurer une conservation optimum. Et justement, si ce document doit être manipulé régulièrement par des personnes qui voudraient y accéder, il y a quand même un peu des consignes à respecter, que ce soit l'hygrométrie, l'utilisation de gants, enfin bon voilà, tout un protocole finalement pour faire en sorte que ce document puisse perdurer dans le temps, puisque maintenant ça va devenir un bien inaliénable de la commune. Oui, non, mais de toute façon, toutes les conditions sont requises pour sa bonne conservation. C'est pas le premier document que l'on va mettre aux archives, c'est pas le plus ancien non plus. Il est déjà, bon, alors globalement, je l'ai regardé, moi, il est quand même en bon état. Donc effectivement, si on est plusieurs à le consulter, ça peut le détruire. Donc on posera la question, mais la personne qui s'occupe de la commune du Pèlerin en termes de patrimoine et des archives donc nous dira qu'est-ce qui sera le mieux pour ce document. Ne vous inquiétez pas, je suis féru de vieux papier, donc je n'ai pas intérêt à ce que ça soit esquinté. Ouais, j'ai une dernière question pour Monsieur Paul Brunet. Du coup, en tant que donateur, pourquoi faire le choix d'un don à la ville, au-delà de l'attachement affectif à la commune, ça j'entends bien. Pourquoi ne pas avoir fait le choix finalement de faire un legs aux archives départementales directement, ce qui aurait peut-être permis une plus grande facilité d'accès pour les chercheurs et puis une conservation plus simplifiée pour la pérennisation de ce document. En tant qu'élu de la commune, c'était pour moi tout naturel de le remettre à la commune dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je suis élu et que j'aime. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir en faire profiter la commune. Sachant qu'avec Nantes Métropole, on a des accords, donc il y aura des numérisations de fait, et puis Nantes Métropole nous accompagne sur ces sujets-là d'archivage. Donc il n'y a pas de raison, voilà, c'était la paroisse du Pèlerin, autant que ça reste sur la paroisse du Pèlerin. D'autres questions sur ce don? S'il n'y a pas d'autres questions à ce don, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à accepter le don, intégrer le don aux archives de la commune, à autoriser monsieur le maire à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante concerne le recrutement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Donc, comme c'est indiqué, c'est une délibération qui revient tous les ans au dernier conseil avant les vacances, qui nous permet donc d'ouvrir des postes de façon à pouvoir embaucher, si nécessaire, les bonnes personnes pour la rentrée scolaire du mois de septembre. Donc je ne vais pas vous lire tous les emplois qui sont ouverts, vous les avez lus. Je vous propose de me soumettre vos questions, si vous en avez. Monsieur Micheneau. Oui, en commission, je me suis abstenu et je pense que nous allons aussi nous abstenir ce soir. Alors pour une raison relativement simple, et on ne va pas contester du tout la nécessité de recruter du personnel face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Notre réflexion porte sur le fait que ce ne sont que des contrats à temps partiel, que nous sommes dans une période de plein emploi. Il est déjà très compliqué de recruter quelqu'un quand on propose un temps plein. Donc voilà, on a quelques craintes sur les
possibilité de recrutement en proposant des temps de travail partiels. Donc, probablement, comme l'année dernière, nous allons nous abstenir sur ce sujet. Bon. Discours habituel, Monsieur Moussu. Nous aussi, nous nous abstiendrons pour les mêmes raisons. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les minorités. Qui est pour? La majorité. Merci. Délibération suivante, elle concerne la modification du tableau des effectifs. Donc il y a un certain nombre. Donc nous avons, suite à une mutation d'un agent, une procédure de recrutement pour le poste de responsable du centre technique municipal va être lancée. Donc agent de maîtrise, emploi permanent à temps complet ou technicien territorial, emploi permanent à temps complet. Une procédure de recrutement pour le poste de responsable manifestation, vie associative et démocratie est terminée. Les jurys de recrutement se sont révélés fructueux, donc le grade du candidat qui a été retenu et qui a accepté la proposition d'emploi est désormais connu. Il convient donc de supprimer les postes suivants, de rédacteur principal de première classe, seconde classe et de rédacteur territorial. Tout cela à temps complet. Suite à la mutation d'un agent vers une autre collectivité, il convient de supprimer le poste suivant, de rédacteur territorial emploi permanent à temps complet. Pour les besoins du service enfance, jeunesse, éducation et en particulier le relais petite enfance, le temps de travail d'un agent a été augmenté. Vous voyez, ça arrive. Il convient donc de supprimer le poste suivant, d'éducateur territorial de jeunes enfants, emploi permanent à temps non complet, qui était au 28-35e et qui passe maintenant à 35-35e. Voilà, merci, M. Michel. Pour les besoins du service médiathèque et suite à la réussite du concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, un agent a été détaché en qualité de stagiaire dans ce grade. La période de stage ayant été probante, l'agent a été titularisé dans le grade de détachement. Il convient donc de supprimer son emploi d'origine qui était d'adjoint territorial et du patrimoine, emploi permanent à temps complet. Un agent contractuel occupant un poste d'attaché a réussi le concours de technicien principal de seconde classe et a été nommé sur ce grade en qualité de stagiaire. La période de stage ayant été probante, l'agent a été titularisé dans le grade de nomination. Il convient donc de supprimer son emploi d'origine qui était attaché territorial, emploi permanent à temps complet. Le comité social territorial et la commission ont donné donc un avis favorable à l'unanimité sur ces divers mouvements. Avez-vous des questions? Madame Paquet. Alors du coup, pour l'agent qui a réussi, qui était attaché, qui a réussi son concours de technicien, du coup, au niveau de son salaire, ça donne quoi? Ça est maintenu par rapport à ce qu'il gagnait en tant qu'attaché ou pas? Voilà. Oui, c'est maintenu. D'accord, ok. Concernant le responsable du service manifestation, vie associative et démocratie participative, je pense qu'on ne peut que lui souhaiter la bienvenue. Dire aussi qu'on est impatient de le rencontrer officiellement en commission, puisque ça n'a pas encore été le cas. Je voulais savoir sur quel grade il a été embauché, parce que du coup, on supprime les grades sur lesquels il n'est pas, mais vous ne dites pas sur quel grade il a été recruté. Adjoint principal de première classe. Donc, on l'incite à passer le concours de catégorie B. Ça a été fait dès ce matin dans mon bureau. Très bien, puisqu'on peut aussi féliciter l'agent de la médiathèque qui, après la réussite de son concours, a eu une période de stagiarisation probante et finalement passé en catégorie B. Nous voterons pour. Merci bien. Avez-vous d'autres questions sur ces modifications du tableau des effectifs? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Attendez, avant, je vais comme dire la petite phrase qui va bien. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, à approuver la suppression des postes susmentionnés, à modifier le tableau des effectifs, à approuver le tableau des effectifs joints en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Nous allons tourner une petite page, petite enfance, jeunesse. La première délibération concerne l'approbation de la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques primaires pour l'année scolaire 2022-2023. Je laisse la parole à Madame Mériadec. Bonsoir.
Donc les enfants des écoles publiques peuvent, sous certaines conditions, être amenés à être scolarisés dans des communes extérieures à leur commune de résidence. La dite commune doit alors verser une compensation à la commune qui accueille l'enfant pour sa scolarité. Cette valorisation est faite par l'Oran, l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Elle suit le cours de l'indice d'évolution des prix. Donc pour l'année scolaire 2022-2023, parce que c'est rétroactif, on calcule à la fin d'une année scolaire, le coût pour un élève en école de maternelle s'élève à 480 € et pour un élève en élémentaire, 341 €, Ulysse compris. Pour le pèlerin, il y a 20 élèves hors commune qui sont scolarisés au pèlerin, dont 8 de la classe Ulysse. La classe Ulysse, c'est une classe pour les enfants à besoins particuliers. Et il y a 14 enfants pèlerinais scolarisés dans une commune extérieure. Ce qui fait que si on déduit les enfants des classes Ulysse, ça se compense à peu près. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions. Écoutez, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver les tarifs présentés ci-dessus, à autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance et à la jeunesse à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? T'as vu tout de suite le radar, poum. Qui est pour? Unanimité, merci. Faculté quand même. Seconde délibération, elle concerne l'approbation de la modification du règlement des services périscolaires et extrascolaires présentée par Madame Mériadec. Donc, il s'agit de simplifier les modalités d'inscription ou d'annulation dans les accueils de loisirs et également d'être au plus proche du fonctionnement des services de l'enfance et du travail des agents en particulier. Donc, il y a plusieurs rectificatifs à faire dans ce règlement. Le premier, c'est corriger une faute de frappe à la page 2. Il était inscrit 6 tranches et bien sûr, nous appliquions 7 tranches. Le deuxième point, ce sont les factures qui sont adressées prioritairement par mail et non plus par courrier. Ensuite, nous allons différencier les délais d'annulation et de réservation pour l'accueil de loisirs du mercredi. C'est-à-dire que pour l'annulation, il faudra toujours prévenir le vendredi précédent avant 10 h. Par contre, pour les réservations, on donne la possibilité aux parents de réserver l'accueil jusqu'à la veille 10 h. Autre proposition, pendant les vacances scolaires uniquement, nous allons supprimer la possibilité de réserver les demi-journées. Il s'agit d'une demande des agents du service enfance. Alors, notre logiciel ne gère pas cette possibilité, ce qui a conduit à des manipulations en direct d'un agent et une surcharge de travail qui a moins de temps pour faire les autres missions auxquelles elle est en charge. La multiplication des demandes particulières, on a donc clairement un problème de temps. On est en train de rechercher une solution au niveau du logiciel. On en avait discuté en commission enfance. On s'est rapproché de Saint-Jean-la-Montagne. La Montagne, manifestement, leur logiciel est ancien, donc ils ne vont pas nous aider. Par contre, Saint-Jean vient d'acquérir un logiciel qui semble répondre à la problématique dont nous avons besoin. Donc, ils nous ont dit qu'ils se laissaient un mois ou deux, enfin, à la rentrée, quelques mois pour pratiquer, et ils nous font un retour, ce qui fait que nous, dans la foulée, on pourra envisager les mêmes solutions que Saint-Jean-de-Boiseau. Donc pour les mercredis, sinon le reste de l'année, la réservation à la demi-journée reste possible. Souvent, il y a du sport l'après-midi, donc on est bien conscient que les parents ne peuvent pas bloquer une journée ou les laisser seuls chez eux dehors le matin. Ensuite, pendant les vacances et le mercredi, les jeunes de l'espace 10-13 ans, jusque-là, arrivaient à 9 h et pouvaient repartir à 18 h, mais ils n'avaient pas accès au périscolaire, le péricentre. Donc on leur donne la possibilité de venir et le matin et le soir, d'arriver plus tôt et de repartir plus tard. Nous allons également ajouter dans ce règlement les périodes d'ouverture et de fermeture des accueils de loisirs. Il y a un seul changement notable, c'est-à-dire que les centres fermeront la semaine entre Noël et le 1er de l'an. Sinon, c'est ouvert tout le temps. On continue. Voilà. Lors de la commission, il y avait 3 pour, 3 abstentions à cause de la demi-journée
la suppression de la possibilité de réserver à la demi-journée sur les vacances scolaires. Je pense que j'ai tout dit. Avez-vous des questions? Alors, vous avez répondu en partie avec je questionnais, parce qu'effectivement, j'ai fait un peu le tour des communes aux alentours qui continuaient de proposer des demi-journées. Saint-Jean-de-Boiseau en faisait partie, donc vous répondez à une de mes questions. Mais si on est en voie de peut-être résoudre ce problème de logiciel, pourquoi on vote cette délibération au passage à la journée, de fait? Alors, parce qu'on ne va pas changer de logiciel pour septembre, on attend qu'il en fasse usage au moins jusqu'à la fin de l'année, et après on se reposera la question. Donc c'est clair que cette fermeture de la réservation à la demi-journée, elle est ponctuelle pour le moment, pour répondre, pour soulager l'agent en question, mais on reviendra dessus, et dès qu'on aura une solution pour pouvoir réouvrir ces réservations à la demi-journée pendant les vacances. Alors on votera contre cette délibération parce qu'on passe à la journée. Vous nous avez régulièrement rappelé votre attachement au rythme de l'enfant. Je pense que de passer à la journée, quand les familles n'ont besoin que des après-midi où les enfants peuvent se reposer, concrètement, ça ne répond pas à ce besoin de rythme de l'enfant. On les impose effectivement à la journée, d'autant plus qu'il y a un impact financier quand même pour certaines familles de passer à la journée et ne plus être à la demi-journée. Donc voilà, je questionnais le fait que vous ayez été voir aux communes alentours si c'était possible. Ça l'est, tant mieux. Je pense que c'est dommage de passer quand même à la journée en attendant. Même si j'entends le travail supplémentaire pour les agents, je pense que c'est important par rapport au rythme de l'enfant auquel vous êtes particulièrement attachés. La deuxième question, c'est par rapport à l'accueil de loisirs des Francas, puisque vous parlez de 5 semaines. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y aura plus l'ensemble de l'été de couvert juillet-août? J'ai pas entendu. Quand j'ai regardé, du coup, c'était marqué 5 semaines, hein, le passage des Francas. Ça veut dire que juillet-août ne sera plus complètement couvert comme aujourd'hui. Il n'y a pas que 5 semaines entre juillet et août. 5 semaines, mais de toute façon, comme les vacances commencent le... Non, c'est pas les Francas qui est ouvert 5 semaines, c'est l'accueil des 10-13. Les Francas, c'est de tout juillet, tout août. D'accord, c'est pas très clair quand c'est... J'ai eu un moment de... C'est pas très clair comme c'est formulé en fait. Sur la formulation. Non, ouais, je pense qu'il faut... des 10-13 qui est fermé les 2 premières semaines d'août. Ouais, mais je pense qu'il faut le préciser parce que quand on le lit comme ça, c'est pas très clair et on peut le comprendre de cet ordre-là. Ça sera fait. Voilà. Donc on votera contre pour cette raison-là. Oui, Madame Paquet. Bon, tout a été dit, nous aussi on va voter contre parce que clairement on comprend qu'aujourd'hui c'est compliqué pour les agents, mais si une solution est envisagée pour un délai court, sachant que les premières vacances concernées c'est les vacances de la Toussaint, pourquoi changer un règlement qui va être impacté jusqu'en juin prochain? Donc peut-être que ponctuellement un renfort au secteur jeunesse ponctuel, dans le cas d'un tableau des effectifs, pourrait juste permettre de passer cette période difficile et conserver cette possibilité pour les familles d'inscrire leurs enfants à la demi-journée sur les petites vacances, parce qu'il y a des enfants qui ont peut-être aussi des activités ces jours-là, ça va avoir des impacts. L'impact financier est aussi vraiment à prendre en compte. Donc on ne votera pas pour ce changement du règlement intérieur, bien qu'on ait noté qu'il y avait des efforts de fait dans d'autres domaines. Donc continuons dans ce sens-là. Et dans ces cas-là, on votera pour. Merci de vos conseils, Madame Paquet. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote, qui va être très simple, je pense. Qui s'abstient? Qui est contre? Les minorités? Qui est pour? La majorité. Merci. Donc une page vie économique tourisme, donc où on va vous présenter le rapport d'activité 2022 de la Sogémar, qui est l'exploitant du marché du Pèlerin. Donc c'est un rapport, il n'y aura pas, je vous demanderai de prendre acte de la présentation du rapport, il n'y aura pas de vote dessus. Et cela est présenté par Thibaut Coupil. La SARL Sogémar est délégataire du contrat d'affinage portant sur l'exploitation du marché, l'approvisionnement des halles et l'accueil des autres commerçants non sédentaires installés sur le domaine public, a fourni son rapport sur l'exploitation de la délégation du service pour l'année 2022 que vous avez dans le dossier de consultation. À la lecture de ce 6e rapport concernant la délégation du service public, il est à noter que le nombre global de commerçants
est relativement stable par rapport à l'année précédente, avec 41 commerçants, dont 33 abonnés et 8 passagers. Dans le détail, il est à noter que le marché perd un seul commerçant qui est passager, mais gagne en linéaire commercial. Le marché du Pèlerin est toujours à majorité alimentaire, 87% des commerçants abonnés, une part stable par rapport à l'année précédente. On note aussi une représentation importante des catégories produits transformés, charcuterie, traiteur et fruits primeurs producteurs qui représentent à L2 plus de 40% des commerçants. Du côté des recettes, le délégataire réalise près de 8% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année 2021, avec 21 611 € et 53 centimes de recettes. Les charges d'exploitation augmentent également de 15,78% par rapport à l'année précédente, avec 20 341 € et 64 centimes. Ces charges d'exploitation sont en augmentation notamment par le nombre d'activités proposées sur l'année pour un rattrapage par rapport aux années précédentes. Pour 2022, le délégataire a dégagé un résultat brut de 1 269 € et 89 centimes, soit une baisse de 49% par rapport à l'année précédente. La commission Vie économique Tourisme du 13 juin a pris acte de cette présentation. Merci. Avez-vous des questions sur... Oui, monsieur Moussu. Moi, une question, c'est une petite remarque. Lors de l'appel d'offres, moi j'avais, il y avait là, concernant la redevance, pour 2023, c'était 9 000 €. Et j'ai vu que c'était 9 181 € qui correspondait plutôt à la redevance de 2025. Donc pourquoi c'est 9 181 € alors que normalement c'était 9 000, c'est tout. Puisqu'il y avait un tableau, vous savez, avec la progressivité, et ça c'était en 2025. Bon, j'ai pas de réponse, on est sec sur cette question, donc pareil, on viendra... Un détail, mais bon. Non, les points de détail sont souvent intéressants. Donc on vous donnera réponse comme à l'ensemble des conseillers sur ça. Pas de problème. Avez-vous d'autres questions sur le rapport de la SOGEMAR? S'il n'y en a pas d'autres, eh bien, écoutez, le conseil municipal donc prend acte de la présentation de ce rapport. Donc maintenant, nous allons passer à la question orale, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc c'est la question orale d'AEP. Donc vous pouvez aller. L'article L 2121-19 du Code général des collectivités territoriales dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Le droit de poser des questions orales en séance est reconnu à chacun des conseillers municipaux. Nulle disposition d'un règlement intérieur ne saurait porter atteinte à ce droit, à l'information qui constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Par ailleurs, il est constant que la possibilité pour les conseillers municipaux de discuter en séance publique des questions à l'ordre du jour constitue un droit. Conseil d'État, 1er mai 1903, Sieur Bergeon. La jurisprudence a reconnu l'illégalité de disposition d'un règlement intérieur ne permettant pas de débat sur l'ensemble des affaires soumises au conseil. Tribunal administratif de Lille du 29 mai 1997, carton contre la commune de Roubaix. Dans un jugement du 12 mars 1997, le tribunal administratif de Rennes a également considéré comme illégale une délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales. Ainsi, un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale. En conséquence, pouvons-nous revoir le règlement intérieur sur ce point et se conformer à la loi? Alors, je vais vous faire la réponse. Alors, nous sommes conformes à la loi, et je vais vous dire pourquoi. Donc, la jurisprudence évoquée dans cette question, ici celle d'un tribunal administratif, ne s'impose pas à tous de matière générale et n'a pas force de loi au sens strict. Néanmoins, les décisions des tribunaux administratifs établissent des principes et des règles juridiques qui peuvent influencer les décisions ultérieures des tribunaux administratifs et des autorités administratives dans des cas similaires. Néanmoins, l'exception confirmant la règle
Si le tribunal administratif de Rennes a effectivement annulé en 1997 une délibération interdisant le débat après la question orale, en 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille et de Bordeaux ont quant à elles validé des règlements intérieurs qui excluaient le débat après les questions orales. En conclusion, tout est question d'interprétation, mais à l'instar des questions orales au Sénat ou à l'Assemblée nationale, sauf si le règlement intérieur le prévoit, la loi n'impose pas la tenue d'un débat après la question orale. Cette information a bien entendu été confirmée par la juriste de l'AMF, ce qui est bien entendu pas le cas pour un texte de loi ou une délibération. Donc, nous ne changerons pas le règlement intérieur du conseil municipal pour ces raisons exprimées. Juste un petit point de détail, comme vous le soulignez, c'est juste pour vous confirmer que nous avons reçu de la préfecture la liste des électeurs qui pourront participer donc, aux élections sénatoriales. Donc je vais vous la citer, comme ça qu'on soit clair, mais théoriquement, il n'y a pas de problème. Donc, alors, ceux qui peuvent voter, donc ils sont délégués de droit ou d'élus, donc François de Laujardière, Cécile Mariadec, Paul Brunet, Brigitte Doucet, Pascal Monnier, Valérie Lallemand, Jean-Luc Billan, Monique Serrault, Philippe Berthoud, Virginie Merlet, Alain Lecourze, Emmanuel Labarre, Françoise Paquet, Jean-Michel Moussu, Christelle Delerue sont maintenant suppléants. Sylvia Brizard, Jackie Plénaud, Mathilde Kerfourne, Thomas Lecam et Christian Dréan. Voilà. Un petit mot, un petit retour Oui, dans les informations diverses, déjà, vous informez qu'on réunira la commission culture tout début septembre, notamment pour évoquer l'un des sujets dont on a discuté avec Jean-Michel Moussu samedi matin lors du petit déjeuner pour les conseillers participatifs, avec Jean-Yves Carotenuto, donc notre nouvel agent chargé entre autres de la démocratie participative. Nous pourrons discuter et vous présenter le plan pour l'année 2023-2024. Voilà, donc début septembre, lors d'une réunion de la commission démocratie et culture. Et j'en profite pour revenir sur les 2 derniers événements qui ont eu lieu au Pèlerin, à savoir la fête de la musique et des bords de Loire, qui se sont très bien passés. Et pour la fête de la musique, nous étions très heureux de la participation de l'école de musique, qui ont fait des très belles prestations. Voilà. Et j'en profite, parce qu'il n'y avait pas d'agent pendant une certaine période, de remercier Mathilde Kerfourne, qui a contribué à l'organisation de ces 2 événements, et Julien Carretero de la ville. Oui. Mademoiselle Kerfourne, non, Madame Kerfourne. Bonsoir à tous. Je prends la parole dans un premier temps pour remercier Monsieur Carretero, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration pour organiser l'événement des Bords de Loire, entre autres. Mais quelle fut notre surprise à l'issue de l'événement de découvrir sur les réseaux sociaux une polémique, nous reprochant d'interdire à des personnes pratiquant la Veuse et venant de Saint-Jean-de-Boiseau de jouer au Pèlerin. La réalité est tout autre. Il me paraît important de clarifier les faits et de vous exprimer mon point de vue, sachant que même un élu de la minorité a cherché à la suite de la publication à s'en mêler, sortant entièrement de son rôle. En tant que co-organisatrice de l'événement, j'ai demandé au groupe concerné de ne pas jouer en déambulant sur les quais, par respect envers un autre groupe de musiciens se produisant à proximité. J'ai cependant souligné que leur initiative était louable, mais leur est simplement demandé de rester jouer en statique. Il est regrettable qu'ils n'aient pas pris le temps de nous consulter au préalable, car nous aurions été ravis de les intégrer à la programmation de Des Bords de Loire sur notre commune et éviter un scandale sur les réseaux sociaux. Il est malheureusement facile de réécrire une histoire afin de désigner systématiquement les mêmes personnes comme étant les méchants. Nous travaillons avec tout le monde, à condition qu'on puisse s'organiser et anticiper. Je tiens à rappeler que Des Bords de Loire a été un beau succès grâce à la contribution et à l'engagement de nombreux acteurs. Alors une nouvelle fois, merci aux services techniques, merci au service communication et merci à notre responsable des affaires générales qui s'est chargé de l'organisation des événements de la ville en attendant la prise de fonction de notre nouvel agent dédié aux manifestations. Alors juste pour conclure un petit peu cette
cette prise de parole. Donc je répète, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore, c'est lorsqu'il y a un problème sur une manifestation ou quoi que ce soit, donc il ne faut pas appeler les agents administratifs. Il faut appeler soit l'adjoint délégué donc, à cette manifestation, soit le maire, ou soit le DGS. Mais en aucun cas, on appelle en direct un agent de la mairie, que les choses soient bien claires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Des commentaires? Parce que là, on peut répondre, en fait. Ah bah voilà, donc voilà. Donc là, vous avez l'occasion de répondre, mais vous ne le faites pas. Bah écoutez, s'il n'y a pas de réponse, je termine... Comment? Non. Je termine ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et j'aurai le plaisir à vous revoir en pleine forme et tout bronzé sûrement fin septembre, je crois. Je n'ai pas la date, mais voilà. Donc bonnes vacances à tous.